Et si le futur de l'organisation politique et économique était déjà en train de se coder ligne par ligne dans les blockchains? Et si l'État-nation, hérité des révolutions industrielles et du contrat social moderne, voyait doucement s'effriter son monopole? Non pas par la force, mais par l'émergence silencieuse de protocoles décentralisés. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une tension inédite. Les DAO, ou organisations autonomes décentralisées, peuvent-elles incarner une nouvelle forme de souveraineté? Et si oui, au détriment de qui? Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. Imaginez une organisation sans patron, sans hiérarchie, sans conseil d'administration. Une structure régie non pas par des ordres ou des lois humaines, mais par du code informatique. C'est ça une DAO, une organisation autonome décentralisée. DAO pour Decentralized Autonomous Organization. Une entité gouvernée par des smart contracts, des contrats intelligents auto-exécutables qui appliquent automatiquement les règles préprogrammées dans une blockchain, un registre numérique distribué. Pas de papier, pas de signature, pas de ministre, juste du code, des incitations, c'est-à-dire des mécanismes économiques et des tokens, des jetons numériques utilisés pour voter ou récompenser. Ces nouvelles formes institutionnelles s'inspirent de la cybernétique, la science des systèmes, et de la théorie des systèmes complexes, feedback loops, des boucles de rétroaction, autorégulation, adaptabilité. Elles remplacent la pyramide du pouvoir par une logique horizontale, distribuée où le contrôle est partagé entre les participants. Dit autrement, ce que l'entreprise a été pour le capitalisme industriel, la DAO pourrait l'être pour le capitalisme algorithmique. Un modèle économique automatisé où les règles du jeu sont encodées dans le protocole. Mais attention, derrière l'autonomie apparente, il y a une architecture bien réelle. Des serveurs, des développeurs, des holders, c'est-à-dire des détenteurs de jetons. Et derrière le code, il y a toujours des choix. Et tôt ou tard, il faut y revenir. Les DAO sont souvent présentées comme une nouveauté radicale. Mais pour bien comprendre ce qu'elles bouleversent, il faut les comparer à ce qu'elles prétendent remplacer ou réinventer, c'est-à-dire l'État et l'entreprise. Commençons simple. Dans un État, on a une constitution. Dans une DAO, c'est le protocole. Dans un État, les lois sont votées par des représentants. Dans une DAO, ce sont des lignes de code déployées par les développeurs, modifiables via des propositions votées. L'État collecte l'impôt. La DAO, elle, prélève des frais de transaction, des coûts d'utilisation du protocole ou impose du staking, un blocage rémunéré de jetons pour sécuriser le réseau. L'État imprime sa monnaie, la DAO émet son token, sa monnaie numérique native propre à son écosystème. L'État dispose d'une armée, d'une police, d'un système judiciaire. La DAO, elle, repose sur des mécanismes d'incitation, des récompenses ou sanctions codées, sur le slashing, une pénalité automatique appliquée aux validateurs en cas de faute ou de triche, et sur des votes on-chain, des votes inscrits directement sur la blockchain, traçables et immuables. On est ailleurs et pourtant, les fonctions fondamentales, collecter, punir, inciter, organiser, sont bel et bien là, mais réinventées, codées et potentiellement décentralisées. Mais voici le paradoxe, les DAO ressemblent moins à des startups qu'à des micro-États. Elles ont une économie, une gouvernance, parfois même une politique monétaire, et un territoire, la blockchain. Sauf que tout ça repose sur un équilibre fragile. Qui écrit le code? Qui décide des mises à jour? Qui détient 60% des tokens? Dans bien des cas, le pouvoir dans une DAO est loin d'être parfaitement réparti. Il se concentre entre 3 types d'acteurs clés. Les devs core, les développeurs principaux, ceux qui ont accès au dépôt GitHub, les bases de code partagées où se construit le protocole. Deuxième acteur, les Halliwells,
des gros investisseurs précoces qui ont acheté massivement les tokens dès la première phase du projet et qui détiennent aujourd'hui un poids écrasant dans les votes. Et enfin, les staking pools, des groupes de validateurs qui sécurisent la blockchain en validant les blocs et qui en retour influencent directement les prises de décision grâce à leur pouvoir économique cumulé. Résultat, la promesse de décentralisation d'un pouvoir réparti se heurte à une autre réalité, celle d'une concentration technique et financière, un contrôle par quelques-uns. Un peu comme un État sans parlement, mais avec une élite codante, une aristocratie du code, invisible mais décisive. Voici un domaine où les DAO ne se contentent pas d'innover, elles redéfinissent les règles du jeu. Parlons maintenant de monnaie, fiscalité et pouvoir économique. Prenons deux cas, Bitcoin et Ethereum. Bitcoin, c'est la simplicité radicale. 21 millions de BTC, pas un de plus. Une politique monétaire inscrite dans le code source, prévisible, transparente, irréversible. Tous les 210 000 blocs, les récompenses des mineurs sont divisées par 2. C'est le fameux halving. Pas besoin de banque centrale, le protocole suffit. Ethereum, lui, propose une vision plus dynamique. L'offre n'est pas fixée. Il y a des mises à jour, des évolutions du consensus, des ajustements par fork, une bifurcation du code, un ajustement collectif, parfois controversé, du protocole. Ethereum est passé du Proof of Work, un système de validation par calcul intensif, à Proof of Stake, une validation par engagement économique de jetons. Mais derrière ce changement, ce n'est pas qu'une histoire de consommation énergétique. C'est un choix de design dans ce qu'on appelle le trilemme blockchain, l'équilibre impossible entre sécurité, décentralisation et scalabilité. Le Proof of Work privilégiait la sécurité et la robustesse décentralisée, tandis que le Proof of Stake cherche à gagner en efficacité, rapidité et adaptabilité, au prix parfois d'une centralisation accrue des validateurs. Et Ethereum est allé plus loin, il a intégré une fonction de burn, une destruction partielle des frais de transaction, ce qui agit sur la rareté du token et donc sur sa dynamique économique. Conclusion, on est sorti du mythe d'un code neutre. On est dans une gouvernance économique explicite, des choix techniques aux conséquences politiques. Mais au fond, les deux proposent une politique monétaire programmable, sans conseil des banques centrales, juste du code. Et la fiscalité alors? Là aussi, on change d'univers. Dans une DAO, il n'y a pas de prélèvement obligatoire, pas d'impôt sur le revenu, mais des incitations codées, c'est-à-dire des frais de transaction, et du staking, un blocage rémunéré de jetons pour sécuriser le réseau avec période de blocage, des slashing, une pénalité en cas de mauvaise action, et enfin des bonus de gouvernance pour les votes. Ce sont des formes de fiscalité comportementale, des nudges codés, c'est-à-dire des incitations programmées qui remplacent ici les lois classiques. La question, maintenant, c'est est-ce que ça fonctionne? Et pour répondre, rien de mieux que d'ouvrir deux cas concrets. Premier cas, Gitcoin, c'est une plateforme qui soutient les projets open source. Mais ce n'est pas une simple vitrine de dons. C'est une DAO qui expérimente un modèle appelé Quadratic Funding. En gros, plus il y a de donateurs uniques pour un projet, plus ce projet reçoit de financement de la part d'un fonds commun. Autrement dit, la diversité des soutiens compte plus que la somme totale. C'est une forme de démocratie économique algorithmique. Gitcoin DAO est donc une institution qui redistribue des ressources pour le bien public, sans ministère, mais avec une gouvernance communautaire, votée via le token GTC. Une forme de budget participatif global, ouvert, automatisé, mais avec ses propres limites, risques de manipulation, barrières techniques, une démocratie numérique encore en chantier. D'un budget participatif numérique, on passe maintenant à un autre pilier institutionnel, la monnaie. MakerDAO, c'est l'architecte derrière DAI, un stablecoin adossé à des collatéraux comme l'ETH, le jeton de la blockchain Ethereum, ou l'USDC, un stablecoin indexé sur le dollar américain. Sa mission? Offrir une alternative stable au dollar sans autorité centrale. La DAO gère les paramètres de risque, la politique de collatéralisation, les taux et les règles de liquidation. Tout est voté par les détenteurs de MKR, le token de gouvernance. MakerDAO, c'est une banque centrale sans banquier, un mécanisme de stabilité monétaire gouverné par la foule, ou du moins par ceux qui ont le plus de MKR. Mais là aussi, il y a des paradoxes. MakerDAO dépend encore de l'USDC,
donc de circle, donc d'un acteur centralisé. Et les gros détenteurs de MKR pèsent lourd dans les décisions. Souveraineté monétaire? Oui. Absolue? Pas encore. Ces deux cas montrent une chose, les DAO peuvent assumer des fonctions systémiques, financer des biens publics, gérer une politique monétaire. Mais elles restent des institutions hybrides, parfois fragiles, en constante réinvention. Après avoir exploré les cas concrets, il est temps de prendre du recul et de poser la grande question. Que nous dit cette mutation sur le rapport entre code et pouvoir? C'est ici que tout se joue, pas seulement sur la technique, mais aussi sur la conception même de la souveraineté. Qui décide, pour qui et comment? L'État-nation, tel que défini depuis la paix de Westphalie, reste l'unité politique centrale. Il contrôle un territoire, exerce la loi, garantit la justice, l'ordre et la redistribution. Il incarne la souveraineté populaire par la représentation, les élections et le droit. La DAO incarne une souveraineté algorithmique, pas de frontières, pas de police, pas d'élections, seulement un protocole, des règles codées, des sanctions automatiques. Une gouvernance opt-in, c'est-à-dire une adhésion volontaire, où la légitimité ne vient plus d'un mandat politique, mais de la transparence du code, ainsi que de la clarté des règles programmées. La DAO n'a pas besoin d'être élue, elle est exécutée. Elle ne promet pas la justice, elle exécute la règle. Elle ne redistribue pas, elle incite. Mais cette logique technique, aussi élégante soit-elle, évacue la part humaine du politique, les conflits de valeurs, les erreurs de contexte, les rapports de force historiques. On assiste à une hybridation entre code et politique, entre algorithme et institution. Les États commencent à intégrer des logiques issues du Web 3, transparence, traçabilité, token. Les DAO, elles, découvrent qu'il faut parfois arbitrer, négocier, interpréter, qu'un smart contract ne suffit pas toujours, qu'un vote en token ne remplace pas un débat public. Et au fond, ce n'est peut-être pas un conflit, c'est une tension féconde entre la légitimité représentative et la légitimité programmée, entre la souveraineté territoriale et une souveraineté sans frontières. Une question reste ouverte. Est-ce que la souveraineté algorithmique est une force d'émancipation, une manière de reprendre le pouvoir, ou un cheval de Troie technocratique, où le pouvoir se cache derrière des lignes de code et des parts de marché? La DAO n'est ni un gadget technologique, ni une utopie libertaire. C'est un outil de gouvernance, un miroir tendu à l'État moderne, un rappel que ce qui fait autorité peut être repensé, redistribué, recodé. Mais c'est aussi un champ de bataille idéologique, là où se redéfinit ce que gouverner signifie, avec ses promesses et ses angles morts. La vraie question n'est peut-être pas DAO ou État, mais comment articuler le meilleur des deux mondes, sans sacrifier la justice à l'efficacité, ni la liberté au protocole.